Merci Antoine. Bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà, on va vous montrer ce qu'on a fait cet été entre l'eau sonnante et le parc zoologique de Paris. Donc pour commencer, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que l'eau sonnante parce que c'est assez intriguant et assez différent. Donc il faut quand même commencer et comprendre le concept. Donc l'eau sonnante, ce sont des bornes sonores qui fonctionnent par conduction osseuse. Donc ce qu'on propose nous, c'est d'écouter du son avec son corps et non pas avec ses oreilles comme on a l'habitude de l'entendre, puisque finalement les vibrations sonores vont traverser le corps en partant des coudes que l'on vient poser sur le dispositif et en voyageant à travers les bras, on va retrouver le son dans les mains et on vient poser ses mains sur les oreilles. Donc on fait son propre casque. En fait, on recrée un casque avec son corps et c'est ça la particularité principale de l'eau sonnante. Ce qui veut dire qu'en fait, on propose une expérience aux visiteurs qui va être différente, innovante et différenciante aussi pour le site, et qui va être corporelle. Et qui dit corporel dit émouvant, c'est un vecteur de l'émotion, et c'est assez important dans l'expérience l'eau sonnante, puisque finalement, ça va influer sur quel type de contenu sonore on va mettre à l'intérieur pour jouer cette carte au maximum et exploiter le potentiel au maximum du dispositif. Donc c'est ça la conduction osseuse. Donc on a la petite phrase d'accroche qui est « bouchez-vous les oreilles et écoutez », parce qu'effectivement, on se bouche les oreilles et en faisant ça, on crée l'immersion, puisqu'on s'isole finalement du bruit ambiant, donc ça marche très bien dans les endroits comme ici. Par exemple dans les salons, dans les endroits très brillants comme la Cité des Sciences, dans tous les grands sites qui peuvent avoir beaucoup de fréquentation et beaucoup de brouhaha et beaucoup de bruit de fond. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant pour le site, c'est que finalement on s'affranchit de l'accessoire, on s'affranchit de casques à gérer, à recouvrir, à stocker, à désinfecter. Et on n'a pas non plus le recours au téléphone portable par le téléchargement d'app ou par le scan de QR code. Ce qui est aussi intéressant pour rester finalement dans l'expérience et pas sortir et puis aller sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui est un sacré challenge pour les visites en famille quand il y a des ados, par exemple. C'est assez ludique, voilà, les gens aiment bien. Elle est silencieuse, donc elle ne génère pas de conflit sonore pour les autres usagers. Donc on peut la faire cohabiter avec d'autres médiations sonores. Ou alors, tout simplement, la mettre toute seule et pas créer de conflit. Elle peut fonctionner en extérieur. Donc là, elle a été prouvée, Audrey en parlera. Et sans accessoires, ça j'avais déjà dit. Merci Fabien pour la présentation. Et donc moi, je suis Audrey, je suis chargée de l'action culturelle et événementielle sur au Parc zoologique de Paris, qui est un des sites du Muséum national d'histoire naturelle, donc un des sites franciliens, puisqu'au total, il y a 13 sites sur l'ensemble de la France. En 2022, pour resituer, c'est à peu près 700 000 visiteurs avec un public plutôt familial. Et à la période estivale, à la période à laquelle nous avons utiliser les bornes sonnantes, beaucoup aussi de groupes scolaires. Donc effectivement, un critère assez intéressant à prendre en compte quand on parle du bruit et de l'isolation phonique que permettent les bandes d'écoute. Donc voilà, c'est un public plutôt familial et avec beaucoup d'enfants. Donc nous, on a installé 4 bornes l'été dernier au Parc zoologique de Paris. On avait une saison thématique qui était portée autour des sens et donc de l'expérimentation sensorielle, la nôtre, mais aussi voilà, découvrir des choses sur les sens des animaux. Et donc on les a utilisés en extérieur avec des formats différents. Si vous vous rendez au stand, vous pourrez voir voilà les formats hauts pour les adultes et puis des formats plus bas qui permettent donc aux PMR d'en profiter et également aux enfants. Et ils étaient en libre accès, donc on n'a pas spécifiquement accompagné de médiation humaine les dispositifs. Et quant au contenu qu'on a mis à l'intérieur, nous on a fourni des éléments sonores et on a également fait un travail de création avec l'équipe de l'eau sonnante pour des contenus très spécifiques.
Donc, qu'est-ce qu'on a mis dedans et comment on l'a utilisé? Donc, il y avait deux objectifs pour nous. C'était déjà faire découvrir ce phénomène de conduction osseuse, qui a un sens que nous avons, via l'expérimentation de cette conduction osseuse à travers trois sonorités, enfin trois usages chez trois différentes espèces animales, donc notamment les cétacés, les éléphants et les hommes. Et puis deux autres bornes qui étaient beaucoup plus ludiques, dédiées à on va dire une écoute dans l'inaudible, avec la proposition d'écouter des sons d'espèces animales que le visiteur n'aurait pas l'occasion d'entendre habituellement dans son parcours de visite. Par exemple, les lamantins, qu'on ne peut pas écouter et qui produisent pourtant des sons. Donc, comme je le disais, on a accompagné ça de médiation sur des supports donc en autonomie pour que les visiteurs puissent lire en même temps qu'ils écoutaient, ou après en tout cas, et pas de ou très peu de médiation humaine. Donc, à savoir, voilà, avant l'usage, ce qu'on a déterminé comme les points sujets à réflexion, c'est effectivement que l'outil donc permet exactement de s'isoler, hein, comme ça a été décrit, vraiment sans application smartphone, enfin tout ce que tu as dit. Mais néanmoins, il faut faire attention aux sonorités qui vont être exploitées et notamment travailler plutôt dans les graves, puisque les aigus vont être beaucoup moins sensibles à ce type de phénomène de conduction osseuse. Donc c'est quand même important à prendre en compte. Nous avions eu l'occasion de faire des essais sur notre site, qui nous a aussi permis de nous rendre compte que pour nous, ça nous semblait moins adapté à de la parole, en fait, vraiment d'utiliser pour avoir un contenu audio parlé. Voilà, était peut-être pas le meilleur outil pour ça. Et puis, le mode d'emploi, même si, vous voyez, ils fournissent des stickers qui sont assez quand même clairs et des petits pictos qui permettent à l'usager de s'y retrouver. Comme on était quand même dans les parages, ça aidait bien les gens quand même quand on leur expliquait qu'il fallait quand même bien mettre les os et pas se boucher juste avec les mains. Donc voilà, au niveau de l'usage, peut-être des sujets à réflexion sur comment accompagner l'usager à bien se saisir de cet outil. Néanmoins, donc j'ai fait un peu des petits mots-clés, voilà, mis ça à part, vraiment donc sur 2 mois d'été d'usage en extérieur. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les bornes ont été extrêmement résistantes. Donc pas de, pourtant on a eu des pluies, des orages, parce que ça nécessite un raccordement électrique, hein, donc on a fait tout ça, voilà, en sécurité en extérieur. Mais donc vraiment aucun souci à ce niveau-là par rapport aux intempéries et à un usage extérieur. C'est vraiment très très bien pensé, et pour nous l'effet waouh vis-à-vis du visiteur, il était vraiment très puissant, et les gens, quand ils découvraient voilà ce dispositif, et de pouvoir nous on leur disait venez écouter avec vos coudes, donc déjà ils étaient un peu intrigués, et voilà, et en fait en plus ils ont vraiment pensé à l'effet waouh, puisque justement les gens quand ils se mettent, la plupart du temps leur premier réflexe c'est finalement de s'arrêter pour partager leur étonnement, leur émerveillement avec les proches avec qui ils font la visite, et après de revenir sur leur contenu. Et dans la création du contenu et comment la bande sonore se développe, ça a été anticipé, puisque justement il y a un temps de latence qui permet aux usagers, quand ils reviennent après avoir été subjugués par l'expérience, eh bien de pouvoir reprendre la bande son là où ils se sont arrêtés, ça repart pas au début. Donc voilà, c'est plein de petits détails qui sont extrêmement bien pensés, notamment aussi le fait de pouvoir paramétrer seul via ils sont connectés au Wi-Fi, donc on a un réseau Wi-Fi, donc quand Fabien et Olivier ne sont plus là, on peut aussi gérer nous-mêmes des paramètres très techniques, comme le volume ou justement les délais de latence de reboot des bandes son. Voilà aussi la disponibilité au niveau du contenu et l'accompagnement, ça est très très important et très bien réalisé. Donc nous on était en tout point voilà satisfait de l'utilisation de ces bornes. Donc c'était un usage, comme je vous l'ai dit, qui était non pérennes, hein, on les a loués pour une durée de 2 mois, et on avait en réflexion potentiellement de pérenniser ces dispositifs, alors pas pour le même usage du coup, mais de pouvoir pourquoi pas les utiliser d'une autre manière maintenant qu'on a constaté quels usages en avaient nos visiteurs, et comme ça s'est très bien passé, de pouvoir voilà, le pérenniser pourquoi pas sur notre parcours de visite. Voilà. Merci, je l'apprends maintenant. Hein? Merci, parce que j'apprends maintenant. Merci beaucoup donc, pour ce retour d'expérience et d'expérimentation. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui. Merci. Je voudrais juste savoir comment vous avez communiqué sur un plan marketing. Est-ce qu'il y avait des cartels à côté? Est-ce que c'est sur le site? Comment ça s'est passé?
Alors, donc pour les visiteurs qui viennent sur le site, c'était sur le plan de visite. Donc c'était signalé par un picto. Comme j'ai dit, ça prenait part dans un dispositif un peu plus grand puisqu'il y avait d'autres expériences numériques à faire à côté en plus de l'Ozonante. Donc c'était symbolisé par une zone sur nos plans de visite, sur du directionnel dans le zoo. Et puis on a vu la photo, peut-être je peux la remettre. Bon, alors c'est vraiment pas marketing pour le coup, mais bon. Là, voilà, on avait fait un peu une banderole pour que ce soit visible de loin. Et après, c'était également sur nos brochures et donc dépliants de programmation. Donc, c'était communiqué dedans sur notre site internet, mais il n'y avait pas spécifiquement, on peut dire, de communication dédiée à ce projet puisque ça faisait part d'un tout, voilà, pour enrichir en fait l'offre de visite. Merci beaucoup. Autre question, peut-être qui peut être intéressante, c'est quels sont les usages que vous avez constatés en fait? Est-ce qu'il y a eu des détournements d'usage de la part des publics? Alors pas vraiment, il y a que des détournements, enfin nous en tout cas plutôt très mignons qu'on a observé et c'est vraiment un outil de partage en fait entre les visiteurs et donc on a vu, puisqu'il faut savoir que ça marche comme ça, donc parce que les enfants avaient un peu de mal à le prendre en main et donc en fait des parents posaient leur coude sur voilà l'objet et mettre leurs mains sur les oreilles de leurs enfants. Et en fait, ça passait du parent, pardon, je me suis répétée, mais ça passait du parent à l'enfant. Et donc, ils ont détourné entre guillemets un peu l'usage parce que ils le faisaient à deux et pas seul. Mais finalement, c'est aussi prévu pour ça. Et on n'a pas constaté, sinon, non, d'usage. Autre, on avait peur que ça se détourne en table de pique-nique ou choses comme ça, mais finalement, pas du tout. Et une question peut-être sur la conception. Donc vous avez effectivement évoqué le fait qu'il y avait 4 bornes, qu'il y avait tout un ensemble de créations de contenu qui avait été faite. Combien de temps ça a pris et comment vous avez en fait finalement travaillé ensemble, l'Ozonante PZP, pour réaliser ce projet? Alors dans chaque projet, nous déjà, on sait qu'on a quelque chose d'un peu bizarre à présenter. Donc il faut que les gens puissent l'accepter. Donc ce qu'on propose à chaque fois, c'est déjà de venir sur les sites pour expliquer non seulement à la personne avec qui on est en contact, mais aussi avec ses collègues, pour justement faire les démonstrations et proposer dans un premier temps une approche et de pouvoir se projeter de façon plus concrète sur l'exposition temporaire ou le moment T, finalement, où ça va être installé. Donc, en fait, il y a toute une relation qui se crée entre nous et nos clients et qui est essentielle, finalement, parce que c'est pas rentrer dans les mœurs, c'est pas quelque chose auquel on est habitué, on pourrait se projeter comme ça. Donc ça, c'est quand même important, c'est un objet physique qui demande forcément des essais. Et ces essais-là, on sait qu'ils sont obligatoires, donc on fait les salons comme le Muséum Connexion, qui nous permet de faire essayer un grand nombre de personnes à la fois, mais on va aussi sur les sites en particulier à chaque fois pour présenter notre solution. Oui, et après on a fait des allers-retours. Nous, on avait défini assez rapidement quand même ce qu'on voulait mettre comme sonorité dans les bornes. Et donc l'objectif qu'on avait via l'utilisation de cet outil. Et comme j'ai dit, on a fait du contenu puisque nous, au muséum, on a une grosse sonothèque de bases de données de sons d'animaux et autres. Donc on a puisé dedans. Et après, sur ce qu'on n'avait pas, on leur a vraiment demander voilà, un son intra-utérin. Et donc là, ça a été la création pure et dure de sons avec quelques allers-retours. Et en tout, on avait fait les premiers tests, comme tu dis, en juin 21. Oui, et on a installé en juin 22. Donc finalement, le temps de... mais c'était aussi nos temps de réflexion, de commande, enfin voilà, d'administratif. Mais après, ça a été assez rapide dans l'installation et la mise en œuvre concrète. En termes de retour d'évaluation, est-ce que vous avez pu faire un peu administrer des questionnaires, faire des entretiens pour savoir un peu comment c'était approprié finalement ces publics, cette bande sonore pour en stabiliser la pérennisation? Pas du tout. Voilà, comme je dis, c'était en accès libre. On n'avait pas forcément d'outils en plus de questionnaires derrière. Donc c'est vraiment notre observation concrète quand on était sur le terrain qui a permis de faire quelques constats sur comment les gens l'utilisaient. Après, sur le contenu concret, honnêtement, j'aurais du mal à dire ce qu'ils ont. En fait, c'est l'expérience qui a primé plus que, je pense, ce qu'on y a mis. Voilà, concrètement.
Donc une approche assez expérientielle effectivement. En termes de budget, je ne sais pas si c'est forcément communicable, si vous avez des éléments de coût à partager. Alors, il y a différents budgets. En fait, nous, ce qu'on propose, là, vous avez vu des bornes. C'est-à-dire, vous avez vu ce boîtier-là, qui était encastré dans les meubles qu'on fait nous-mêmes chez Lossonante et qu'on propose à nos clients. Donc, dans le cadre du Parc zoologique de Paris, c'était une location de 4 boîtiers plus meubles. De mémoire, ça devait être vers les 9 000 €, avec la production sonore et les installations diverses. Après, on peut aussi acheter, on n'est pas obligé que de louer, et on peut aussi penser que le boîtier et l'intégrer dans une scénographie dédiée. Il y a une liberté scénographique qui est permise grâce justement à l'autonomie de ce boîtier par rapport à son support qui est le meuble. Donc ça peut quand même beaucoup varier. Le boîtier, par exemple, il est à 3 480 €. Donc Lossonante, vous étiez présent aussi l'année dernière au Duo de l'innovation. Vous avez commencé à avoir une belle antériorité sur le sujet. Quels sont les autres usages en fait ou les autres lieux avec lesquels vous avez travaillé pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de cette borne et de ce dispositif de médiation assez particulier? Alors nous, on travaille principalement avec des sites touristiques et des sites culturels, sachant que ça marche vraiment très bien quand c'est du grand public. Donc c'est des sites qui sont visités par des familles. Ça, c'est l'idéal. Donc on est beaucoup dans tout ce qui est cité 2, par exemple cité de l'océan à Biarritz. Ça peut être le musée au parc d'Alésia, où on recrée la bataille entre les Gaulois et les Romains, au niveau du camp romain en extérieur. Le vaisseau à Strasbourg, qui est une cité des sciences dédiée aux enfants à Strasbourg, financée par l'Europe. Voilà, il y a plusieurs usages, à la fois en extérieur et en intérieur, avec des scénographies qui peuvent être intéressantes. C'est quand le boîtier est intégré, par exemple, dans une souche d'arbre ou dans un rocher, pour donner l'impression que le rocher se réveille, par exemple. Ça, c'est au Géoparc du Chablais, qui est un site géologique en Haute-Savoie. Écoutez, merci. Donc on peut vous retrouver, je crois, au stand K07. C'est ça, K7. C'est ça. Voilà, venez vous boucher les oreilles pour entendre du son. On sera ravis de vous y accueillir. Écoutez, merci pour votre présentation. Merci.